7 jours additionnels accordés par la CENI aux acteurs politiques de pouvoir déposer leur candidature. Sont-ils prêts? Est-ce les cléments? Est-il favorable pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Évariste Tshiswaka, qui est l'un des cadres et communicateurs du parti politique Orange, cher Fuyundondo Boni. Évariste Tshiswaka, bonsoir. Bonsoir Monsieur Maxime, bonsoir aussi à tous ces téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de l'émission, j'allais dire, qui nous suivent, et je salue aussi par la même occasion l'hiérarchie ou encore les staffs dirigeants du Parti Orange, tous les cadres du Parti Orange, en commençant par le président Fuyundondo Boni, ainsi que les CG et tous les autres cadres. Et aussi, je salue ici tous ces cadres qui sont retenus sur la liste du Parti Orange pour la grande bataille électorale de 2023. Le Parti Orange n'est pas déjà prêt, ou vous êtes déjà prêt avec vos listes pour déposer à la CENI? Vous savez, nous, le Parti Orange, depuis le jour que Denis Kadim avait publié le calendrier électoral, nous nous étions déjà mis à apprêter nos documents, nos dossiers, parce que nous connaissons déjà ce que ça allait demander. Donc le Parti Orange est déjà prêt, et puis on voit Évariste Tshiswaka est devenu habitué à cette grande émission Zoom. Oui, merci, c'est vous qui nous faites habituer à cette grande émission. Merci de la confiance que vous nous faites en nous invitant. C'est comme disait un pasteur, ce n'est pas facile de laisser la chair facilement à quelqu'un d'autre. Alors, vous aussi, merci de la confiance que vous nous faites en nous invitant pour venir partager, discuter sur le sujet important qui touche à la marche de la nation. Nous allons cogiter bien évidemment sur l'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. Ça continue à faire couler beaucoup d'encre et salive. Ces phénomènes de kidnapping, enlèvement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au-delà du procès public qui a été diffusé même à la chaîne nationale, on pensait avec le peine subie par ces malfrats, ces criminels, il y a 10 ans, même de peine de mort. On pensait que ces peines vont décourager ces différents criminels qui s'adonnent, ou ces différents citoyens qui s'adonnent à ces actes criminels. Mais au contraire, on continue toujours à enregistrer des cas de kidnapping, enlèvement à Kinshasa, la capitale. Est-ce le mesure prise par l'hôtel de ville ou l'autorité compétente ne suffisent pas pour mettre fin à ces actes criminels qu'on est en train de vivre à Kinshasa? Merci Monsieur Maxime. Avant même d'aborder cette question, je voulais ici souhaiter ou encore transmettre mes sincères condoléances à la famille biologique de l'honorable Chéribin Okende, qui nous a quittés dans des circonstances très tragiques et insupportables, parce que ça, même nos enfants ne peuvent pas regarder comment un élu du peuple peut être criblé de balles et en pleine capitale. Donc, en tout cas, nous sommes très consternés, nous, le Parti Orange, et personnellement, moi, j'ai beaucoup de l'estime, ou encore j'avais beaucoup de l'estime pour la personne de Chéribin Okende qui nous quitte, et je garderai toujours une mémoire pieuse et heureuse pour cet élu du peuple qui nous quitte dans des circonstances vraiment malheureuses. Et voilà, ce sont les conséquences de la légèreté. Donc il y a de l'autre côté kidnapping, enlèvement et puis assassinat d'un élu du peuple. Oui, vous savez, j'avais, je pense, les émissions précédentes, j'avais essayé de parler, de critiquer la légèreté dans la prise de décision du ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa. Le ministre qui est en charge la sécurité de la ville de Kinshasa avait pris des mesures que moi j'avais jugées trop légères par rapport à cette situation grave. Vous savez,
devant de pareilles situations, le kidnapping, l'enlèvement, l'ampleur que ça a pris dans la ville de Kinshasa, demander des mesures très fortes. Et je vis avec des mesures, bon. Il y a des patrouilles mixtes de différents services de sécurité. On a demandé à ce que le vitre des taxi-bis ne soit pas teinté. Et puis l'identification de différents véhicules. Monsieur Maxime, Cherubin Okende n'a pas été enlevé dans un taxi-bis. Moi encore un IST, comme il m'appelait Ketch ici à Kinshasa. C'était dans son propre véhicule. Jusque-là, c'était dans son propre. On l'a retrouvé dans son propre véhicule criblé de balles. Donc, si un ministre honoraire, un député de son État, enlevé et retrouvé dans des circonstances pareilles, a quand même plus forte raison les autres petits peuples, le paisible citoyen. Combien les citoyens sont exposés? Si un ministre honoraire peut être exposé à cela, combien les citoyens sont exposés? Donc il faut des mesures fortes. Est-ce qu'il faut renforcer encore certaines mesures à celles qui existent déjà? Vous savez, j'avais sur ces plateaux... Ou bien vous avez une option plausible pour mettre fin à ces phénomènes? Il n'y a pas une mesure magique pour mettre fin à ces phénomènes. Mais on peut prendre plusieurs mesures ensemble pour lutter contre ces phénomènes. J'avais ici sur ce plateau proposé cette mesure de l'implémentation ou bien l'implantation des systèmes de vidéosurveillance pour la ville de Kinshasa. Imaginez, c'est sur la grande artère, cette route de poids lourd, qu'on a retrouvé le véhicule avec les corps morts de Cherubin Okende sur le grand boulevard de cette route de poids lourd. Non, on n'a pas si cette route était sous vidéosurveillance, et même l'entreprise CEP Congo, dans ma proposition, j'avais dit que l'État, que le gouvernement puisse placer ce système de vidéosurveillance sur les grandes artères et puis dans les places publiques, mais qu'il puisse aussi imposer toutes les entreprises, tous ceux qui ont les immeubles le long de grandes routes, qui puissent placer des caméras de vidéosurveillance. Et aujourd'hui, si à la société CEP Congo, il y avait des caméras de vidéosurveillance, on pouvait bien identifier comment est-ce que la Jeep de l'honorable était arrivée jusque-là. Donc je pense qu'on doit prendre des mesures fortes. Et si nous ne prenons pas de mesures fortes, je reviendrai à ce que j'avais dit ici sur ces plateaux. Si la police n'arrive pas à mettre fin à ce système d'enlèvement, à cette insécurité, c'est que la police est auteur ou est complice de cette insécurité. Après bien évidemment, le procès de ces criminels, c'est comme s'ils ont changé de méthode, ils ont changé de politique. Cette fois-ci, on enregistre des cas de personnes enlevées ou kidnappées qui sont retenues en otage par ces criminels, qui demandent même des rançons à ces familles pour relâcher leurs bourreaux. Monsieur Maxime, il faut voir la complexité de ces procès. Un procès qui devait nous amener à aboutir à de grandes révélations, mais ce procès n'a duré que 2 jours. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi être expéditive pendant que les présumés, les condamnés, eux-mêmes est en train de demander, laissez-nous le temps. Si vous voulez, on va vous dévoiler la chaîne. Mais pourquoi cette précipitation dans ces procès? On a amené cette précipitation pour plaire à qui? Ou pour sauver qui? Ce sont des questions que nous nous posons. Le chef de l'État, dans l'interview qu'il avait passée avec Madame Salama, essayait de dire, de déplorer tout ce qu'il y a dans la justice congolaise. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers de notre justice. Autrement pour dire, notre justice n'est pas à la hauteur des attentes. Et si la justice, qui normalement devait être à la hauteur, devait juger tout le monde, si la justice, qui en réalité devait essayer de sanctionner de la plus belle manière, n'est pas à la hauteur,
cher Maxime, qu'allons-nous attendre? Là, la faute s'écombe au chef de l'État qui est garant du bon fonctionnement des institutions. Vous savez, le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais écoutez, nous avons... Le magistrat suprême. Nous avons quand même 3 pouvoirs. Là, il ne faut pas les déplorer, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il ne faut pas que le chef de l'État puisse agir chef de l'État dans des cas pareils où il remarque que lui-même, lors de cet entretien, il a dit la justice élève une nation, comme on le dit d'ailleurs, mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Lui, en qualité de garant du bon fonctionnement, magistrat suprême, est-ce qu'il ne faut pas qu'il puisse agir directement au lieu de se plaindre? Il est magistrat suprême. Il n'a jamais été devant dans le cours et tribunaux pour juger pour quoi que ce soit. Mais au moins, il est en train de donner des lignes de conduite. Pourquoi? Parce que le chef de l'État ne doit pas aussi lui s'interférer dans la justice. Ça serait aussi un abus de pouvoir. Il est le garant de la nation, mais ce n'est pas lui qui est dans les tribunaux, qui est dans le cours pour juger. Mais s'il faudra faire des réformes, c'est dans ses prérogatives d'apporter même des réformes dans ces secteurs. Certainement, il peut apporter les réformes. Mais quel genre de réformes? C'est que moi je demanderais au chef de l'État. Vous savez, parfois, on peut les taxer de dictateurs s'ils commencent à prendre des mesures très fortes pour essayer de recadrer certaines choses. Mais je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre des mesures très fortes pour essayer de recadrer certaines situations. Vous savez, la situation de Chéribert Okende, seules les vraies enquêtes peuvent nous montrer, peuvent mettre à la place publique qui sont l'auteur de cet acte. Aujourd'hui, presque tout le monde prend à bras le corps cette affaire pour mener des enquêtes. Il n'y a que des enquêtes mixtes, même les États-Unis et d'autres pays occidentaux qui prennent à bras le corps cette affaire pour que la vérité soit en fait triomphée dans cet assassinat. Nous souhaitons que cette enquête soit vraiment une vraie enquête pour cette fois-ci. Pourquoi? Parce que nous nous sommes habitués, chez nous ici à Kinshasa, quand on parle des enquêtes, quand il y a un fait qui arrive, un problème qui arrive, on dit voilà, on va commencer les enquêtes. C'est peut-être une façon d'endormir l'opinion publique parce qu'il n'y aura rien. Il n'y a pas de résultats. Il n'y aura rien comme résultat de ces enquêtes. Mais nous souhaitons que les enquêtes sur la mort de Chéribert Okende soient de vraies enquêtes pour que la population puisse savoir qui sont auteurs de cette mort, qui sont auteurs de ces actes barbares. Évariste Tshiswaka, on a comme l'impression que l'assassinat de Chéribert Okende, le kidnapping de part et d'autre, est en train de créer un climat de terreur. On est à quelques mois même des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que cela n'aura pas des effets au processus électoral? Ça peut pas, ça risque-t-il pas d'entacher même le processus électoral dans notre pays? C'est pourquoi nous appelons ici la police. Nous appelons le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, de faire réellement son travail. Nous citons ici à faire réellement son travail. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est difficile déjà quand il est 18h, 19h. C'est tout le monde qui s'inquiète pour savoir bon, son enfant est où, tel est où, papa est où, tout ça. Et il y a même certaines familles qui ont maintenant des groupes. Ils ont créé un groupe WhatsApp circonstanciel. Donc, c'est-à-dire, à tout moment, oui, des groupes de femmes, à tout moment, tu dois donner la position. Je suis telle place. Donc, il ne faut pas qu'il passe 30 minutes sans que tu aies donné ta position là où tu es. Et la population est en train de vivre dans cette psychose. Ce qui n'est pas intéressant. C'est pourquoi nous appelons la population à la vigilance, parce que la population doit aussi doubler la vigilance. Vous savez, si la population se met debout, la population de Kinshasa, je connais cette population qui avait attrapé les Rwandais en 1998, les armes à la main, mais la population de Tchangou avait arrêté les Rwandais. La population de Tchangou avait brûlé de Rwandais, de militaires rwandais. Cette population, si elle met debout,
je vous dis, même ces systèmes d'enlèvement vont s'arrêter. Si la population... Donc vous demandez aujourd'hui l'implication de la population au moment où le gouvernement n'est pas du tout impliqué pour mettre fin à... Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que le gouvernement n'est pas impliqué. Ou il est dépassé. Le gouvernement est dépassé par rapport à ça. Non, je ne dis pas aussi que le gouvernement est dépassé. Ça, je ne dis pas. Mais je dis que le gouvernement doit prendre des mesures sévères et fortes pour essayer de stopper cette hémorragie. Et, vous savez, dans les situations d'insécurité, il y a certaines personnes qui profitent de cette situation. Oui, même le politique, il y a certains qui profitent de cette situation. Et nous ne voulons pas... Pour chercher des positionnements. Pour continuer à profiter de cette situation pendant longtemps. Ça doit s'arrêter. Et je pense que si aujourd'hui, déjà, le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement central prenait la décision déjà de mettre le système de vidéosurveillance, ça va réduire, je peux dire même à 80% ces phénomènes d'enlèvement et de kidnapping. Parlons-en à présent, Évariste Tshisekedi, des élections en République démocratique du Congo. La CENI vient d'ajouter 7 jours supplémentaires pour les candidats à la législative nationale de pouvoir déposer leur candidature. En voyant l'atmosphère politique de notre pays, les politiques sont-ils prêts d'aller aux élections, Évariste Tshisekedi? Le fait pour les CENI aussi de prolonger cette opération de dépôt des candidatures, ça ne laisse pas planer un doute quant à l'organisation des élections dans notre pays, parce qu'il y a des interrogations de part et d'autre dans l'opinion. Merci cher Maxime. Je vais revenir à votre question, mais permettez-moi d'ajouter un élément important pour la sécurité. Oui. Bien sûr, je voulais parler ici de l'importance et les rôles des chefs de riz et des chefs de quartier. Est-ce qu'ils existent d'ailleurs? Lorsque vous parlez des chefs de riz, chefs de quartier. Aujourd'hui, ces personnes sont quasiment inexistantes. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas qui est le chef Personne parle de chefs de riz, chefs de quartier. Ils ne sont pas connus. Pourquoi ils ne sont pas connus? Parce que l'État ne les a pas vraiment pris en considération. Or, ce sont des acteurs très importants dans l'identification de personnes. Vous savez, nous on habitait à Kinshasa ici, à l'époque où sur chaque avenue, il y avait un chef de riz qui connaissait qui habite sur cette avenue, et quand vous venez aménager sur l'avenue, directement on doit vous identifier. Aujourd'hui, nous avons des quartiers où on ne sait pas qui sont ces habitants. On a des avenues où les portes sont toujours fermées. On ne sait pas. Oh non, il y a quelqu'un qui habite là, mais il sort très tôt matin, il rentre dans la rue. Il n'est pas identifié. Et je pense que l'État, la gestion doit commencer dès la base. La gestion doit commencer à la base. C'est là que la gestion doit commencer pour gérer la population. Parce que si les chefs de riz étaient à mesure d'identifier toutes les personnes sur leurs avenues, et les chefs de quartier allaient identifier aussi la population de son quartier, peut-être que les kidnappeurs et les assassins allaient monter ces actes criminels. Oui. Parce que vous entendrez, non, quand on m'avait enlevé, on m'avait amené quelque part, on m'a jeté à Mimosa, à Ngalima, par-ci, par-là. On était dans une maison, bon, comment vous êtes entré dans cette maison? Bon. Donc, c'est-à-dire, il y a des mouvements qui se font, mais comme nous ne maîtrisons pas la population, c'est difficile. C'est pourquoi je demande ici qu'on puisse rétablir l'autorité de ces personnes-là, qu'ils soient réellement établis et qu'ils puissent réellement jouer leur rôle dans la société. Alors, ma question. Merci. À votre question, moi, je voulais se dire, la prolongation pour le dépôt des candidatures, pour moi, c'était prévisible depuis mi-juin. C'était déjà prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que imaginez, même à une semaine de la fin c'était le 15 juillet, à une semaine de la fin, il n'y avait même pas 0,5%. Dans le pourcentage de la CENI. Même pas 0,5%, c'était 0,026. Et
Cela est dit à quoi? La CENI elle-même. Est-ce que ce n'est pas les politiques ou les Congolais sont habitués à se précipiter au dernier moment, au dernier jour, se précipiter pour déposer, précipiter pour faire les choses? C'est d'abord la CENI elle-même qui n'avait pas facilité les choses. Vous savez pourquoi? Vous savez, nous connaissons comment est-ce qu'il faut faire pour se déplacer dans cette ville, en RDC. Il y a des points où il y a les votes qu'une fois la semaine. Et la CENI demandait que le mandataire puisse amener la fiche du match signé. Donc, le mandataire doit quitter la province pour venir à Kinshasa, prendre la fiche et puis partir, bien quitter de Kinshasa, prendre le vote. Oui, repartir avec le fiche. La CENI n'avait pas facilité les choses. Autre chose, un autre élément. La CENI, quand la CENI a communiqué pour les documents déposés, il n'avait pas spécifié que l'acte de naissance ou l'attestation de naissance devait être notarié. C'est lors de dépôt. Tout est notarié désormais. Mais moi, je me suis toujours posé la question si le document qui doit être notarié. Écoutez, quelqu'un se lève un bon matin, il part à l'état civil. Je parle bien de l'état civil. Oui, oui. Il arrive à l'état civil, on lui donne l'attestation de naissance. Il va tirer la copie pour aller déposer. On lui demande, il faut notarier. Mais c'est déjà un document officiel qu'il a pris à la mairie et doit encore retourner à la mairie pour notarier le même document. Authentifier davantage. Authentifier le même document. Donc ce sont des choses qui ont un peu de temps. Donc pour vous, le retard est orchestré par la CENI. Il y a d'abord la CENI. Parce que vous avez évoqué les cas de province. Oui. Mais ici à Kinshasa, est-ce qu'on peut jeter ces discrédits ou jeter la faute à la CENI? Ou bien ce sont les acteurs politiques qui aiment toujours s'intéresser, s'impliquer lorsque c'est les derniers jours, derniers moments pour se précipiter afin de déposer? En fait, ici, je ne suis pas en train de responsabiliser entièrement la CENI. Mais je dis, dans ce retard, la CENI est aussi auteur. Est aussi auteur. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas faciliter. Je vous appelle ici à revoir le cycle de la CENI du 14. Signé le 13, pardon, signé le 13 et publié le 14 par Madame Patricia Seya. Vous allez voir là, il a facilité, bon, il a accepté que le mandat peut être scanné. Et si c'était comme ça depuis le départ, ça allait faciliter beaucoup de choses. Et aussi des acteurs politiques. Vous savez, notre problème, c'est pourquoi nous, le Parti Orange, nous parlons de la refondation des valeurs. Refondation des valeurs. Oui. Pourquoi? Parce que dans nos valeurs, nous disons, il faut respecter le respect du temps, le respect de l'air. Ce sont des valeurs qu'on doit respecter, qu'on doit vraiment tenir compte pour un État qui veut se développer. Et voilà la conséquence. Ce qui n'est pas le cas. Voilà la conséquence. Pays. Voilà si on vous appelle dans un rendez-vous qui commence à 13 h, vous allez venir des heures après. Je veux faire rire le téléspectateur. Souvent, moi, quand on m'envoie l'invitation, on écrit 14 h ou 16 h ou 18 h. Je demande air de Kinshasa ou air de Paris. Air de Kinshasa ou de Paris. Parce que à Kinshasa, c'est comme si on t'envoie l'invitation à 14 h, mais la personne qui t'envoie l'invitation à 14 h, cette personne connaît que sa manifestation débutera à 16 h. Alors, il faut préciser si l'air qu'il a envoyé, c'est l'air de Paris. Donc, raison pour laquelle il faudra refonder nos valeurs. C'est ça, on doit refonder nos valeurs. L'amour de Dieu, le respect du temps, c'est un élément important. Et dans le quartier généraux, dans les états-majors de plusieurs regroupements, je parle des regroupements, c'est là où il y a aussi un problème, les regroupements. Qui devait être candidat et qui ne devait pas être candidat, il faut des filtres. Le choix n'est pas des candidats. Ça, voilà. Ça crée des problèmes au sein des groupes et même des frustrations au sein des groupements politiques. Parce que les partis ont envoyé des listes. Il faudrait maintenant faire un tri pour voir si ton nom se retrouve dans cette liste ou ça ne se retrouve pas. Dans un regroupement de 20 partis, par exemple, et vous devez envoyer les listes pour les candidats. Je prends de la Funa, le district de la Funa à Kinshasa. Et le district de la Funa n'a que 11 ou 10 ou 9 sièges. C'est un exemple. N'a que 9 ou 10 sièges. Et chaque parti envoie 10 candidats. Ça devient un problème. Ça devient un problème au niveau du groupe. Il faudra mener des études minutieuses pour choisir c'est un travail qui devait se faire bien avant. Dans les partis politiques, oui, ce travail s'est fait, mais au niveau des regroupements.
Mais la question aussi, l'on se pose, est-ce vous, les acteurs politiques, est-ce que vous êtes réellement prêts pour les élections? Parce qu'il y a une frange déjà de l'opposition qui avait rencontré à son temps le président Denis Kadima et qui voulait, qui tenait coûte que coûte que le fichier électoral soit audité par un cabinet extérieur crédible et indépendant, chose qui n'a pas été concédée par la CENI. Et puis, ils ne veulent pas abdiquer à leur position ou à leur approche que sans fichier électoral audité par un cabinet extérieur crédible, ils ne vont pas déposer leur candidature. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une brille de ce côté où il faudra se mettre autour d'une même table, Evariste Chiswaka? Vous savez, nous ne sommes pas contre les dialogues. Hein. Les dialogues, c'est un style de vie pour nous les Congolais. Mais seulement, les consensus tant recherchés par le parti prenant aux élections, je pense que ces consensus ne pas rechercher de bonne voie ou de bonne volonté. Pourquoi? Parce que depuis le départ, il faut vous rappeler, depuis le départ, d'abord c'est la désignation de Denis Kadima, il n'y avait pas toujours accord entre les différents partis prenants, pour les politiques bien sûr, même les confessions religieuses, ils n'étaient pas tous d'accord, il n'y avait pas de consensus. Et nous sommes partis de là. Et tout ce que la CENI a fait, remarquez à chaque fois que la CENI faisait un cap, il y avait toujours contestation. Oui, Bruno. Il y avait toujours contestation. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la dernière ligne. Et là, il y a encore contestation. Il y a de ceux qui réclament, qui revendiquent que la CENI devait d'abord revenir, on doit d'abord revenir à la constitution de la CENI. L'assemblée plénière, tout ça, on doit envoyer ce délégué. Entre autres, je me dis par exemple, permettez-moi, je ne vais pas faire le débat sur les personnes, mais je vais citer ici par exemple Denis Sesanga, oui, qui, lors de la composition du bureau de la CENI, il était dans la majorité. Et aujourd'hui, il se retrouve dans l'opposition. Et il réquise aussi cette CENI. Voilà, il réquise cette CENI. Il veut aussi avoir des mandataires dans la CENI. Vous voyez que ce n'est pas logique. Et aujourd'hui, la CENI a répondu clairement. Moi, j'ai loué la sagesse. C'était pas une injure d'appeler. C'était pas une injure de dire que cette démarche est illogique de pouvoir faire l'audit externe encore à nouveau du fichier électoral. Ce n'était pas une injure. Non, écoutez, l'audit du fichier a été déjà effectué. Là, nous sommes d'accord. OK? Et vous revenez pour dire, écoutez, on doit encore... Ils ont constaté qu'il y a des morts, il y a des mineurs qui sont dans ces fichiers électoraux. Monsieur Maxime, je ne vous poserai pas la question, mais tous les Congolais qui nous suivent, de tout le parti prenant, toutes les parties prenantes qui sont allés voir Kadima, c'est l'invitation de Denis Kadima. Quel est ce parti politique qui était à mesure de faire convenablement le monitoring des processus d'enrôlement? Aucun. Ils sont dans la spéculation. Ils ont accusé. Ils ont dit voilà, il y a eu ceci, il y a eu des bureaux dans des maisons de privés, dans les maisons de politiciens, il y a eu des bureaux de vote. Mais on leur a demandé, amenez-nous les preuves. Les preuves ne sont jamais arrivées. Il y a quelque part une mauvaise volonté. Et cette mauvaise volonté, c'est tout à fait, je dis, c'est tout à fait naturel pour eux. Pourquoi? Parce que leur but, ce n'est pas les élections. On m'avait demandé si les politiciens sont prêts, si nous sommes prêts pour les élections. Vous êtes prêts? Nous, parti Orange, nous sommes prêts. Parce que nous savons que le mandat du chef de l'État était un mandat de 5 ans. Et à la 5e année, il y aurait élection. Nous nous préparons déjà en conséquence. Mais il y a des ceux qui ne se préparaient pas, qui s'attendaient. Non, on doit créer une crise politique et de cette crise naîtra les dialogues et de ces dialogues, il y aura partage des gâteaux. Nous allons un peu essayer de nous ressourcer pour préparer les élections. Vous parlez d'une crise. Est-ce que les climats actuels est-il propice pour les élections dans notre pays? Vous savez, les climats, je peux dire, les climats actuels, si les parties prenantes ne prennent pas conscience que les élections
ça fait partie de la beauté de la démocratie et que nous devons aller aux élections. Je pense qu'ils vont continuer à persister pour créer cette crise politique qui en reste, ce ne serait pas les Congolais qui en seront bénéficiaires. Parce que pour nous, nous disons, allons aux élections. Le mandat qui va venir, c'est un mandat de 5 ans. Vous savez, même si on vous donne un mandat de 20 ans, un jour, ça finira toujours par s'achever. Alors, pourquoi cette crainte? Allons aux élections. N'ayez pas peur. Je sais que plusieurs ne sont pas encore prêts financièrement. Parce que les élections, c'est l'argent. C'est l'argent pour la caution, c'est l'argent aussi pour battre la campagne. Alors, il y a certaines qui ne sont pas encore prêts financièrement et qui sont en train de créer des diversions pour essayer de créer un semblant de crise politique qui, du reste, n'existerait pas. De fond, la crise n'existe pas. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. C'est une crise. C'est vous qui le dites? Non, c'est une crise créée au niveau de l'Orange où il n'y a pas de crise. Non, c'est une crise de facettes. Mais en fond, il n'y a pas de crise. Où les acteurs politiques se disent non, nous voulons créer une crise. Nous allons créer une crise. Mais en réalité, les éléments de la crise n'existent pas. C'est une crise de facettes. En fond, il n'y a pas de crise. Évariste Tshiswaka, je rappelle, vous êtes l'un des cadres et communicateurs du parti politique Orange, cher Afiyu Ndondoboni. Je vous dis merci d'être disposé. Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Je voulais ici, permettez-moi d'encourager tous les candidats du parti Orange qui sont dans les regroupements AA, CRD, avec le doyen Mbosso. Je les encourage. Courage, ne baissez pas le bras. Les élections, c'est maintenant. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Djambe. Fiston Atunga était du côté de la régie. Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.